Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canary Play. On va revenir sur cette troisième journée de Ligue 1. La défaite dans le derby de l'Atlantique, dans ce match tant attendu, notamment par les supporters. La défaite 1-0 des Canaries face à Bordeaux sur cette magnifique pelouse du nouveau stade girondin. Et on va commencer par le premier tweet de cet après-midi. Il est signé Christian Février, FC Nantes, volontaire mais inefficace. Cela fait 3 ans que l'on lit ce type de commentaires. À quand une véritable attaque? Eh bien, on va en parler avec nos 3 invités du jour, en commençant par le journaliste de Ouest France, Kevin Guinel, qui fait sa première à Canary Play. On est ravis. Salut Kevin. Salut Anthony, bonjour à tous. Avec également Simon Rongoat d'It West, qui est revenu du rugby, de l'Ovalie, pour nous parler de football. Salut. Et on le salue Simon, ravi de t'avoir à nouveau sur ce plateau. Et avec également Pierre-Marie. Salut Anthony. On parlait des supporters. Ouais. En voilà un supporter du FC Nantes, qui a dû bien se morfondre quand même dimanche après-midi du côté de Bordeaux. Un premier mot, parce que cette défaite, elle fait mal à pas mal de niveaux. Un match triste, frustrant pour, je pense, les joueurs, le staff et surtout les supporters qui attendaient vraiment beaucoup de ce derby contre Bordeaux. Et voilà, comme on l'a dit juste avant l'émission, le match de Bordeaux, c'était le même que l'année passée, à savoir qu'on perd sans démontrer grand-chose. Au final, c'est un match inabouti, en quelque sorte. Alors, avant de demander l'avis de Kevin, qui était justement à Bordeaux dimanche, un tweet de Ronan Plat qui nous dit « Sur l'échelle de l'ennui, je mets ce Bordeaux-Nantes entre la natation synchronisée au jeu et une soirée avec Jean-Pierre Raffarin ». Est-ce que tu es de l'avis de Ronan Plat? C'est tout aussi triste. Tout aussi triste que cette pelouse, notamment de Bordeaux, qui était complètement indigne d'une pelouse de Ligue 1. Sur le jeu, le jeu n'était pas non plus à la hauteur. Une première mi-temps complètement manquée. Il n'y a rien du tout, c'est vide côté nantais. Côté bordelais, évidemment, il y avait quelque chose, de la percussion, de la vitesse, la charnière centrale en difficulté. Voilà. Toutes les difficultés du FC Nantes sont résumées dans ce match, un copier-coller de Monaco finalement. Du dernier match qu'on a vu, Simon, à la Beaujoire, pas d'évolution, ça t'étonne, cette nouvelle défaite là, de la deuxième en 3 matchs? C'est pas forcément étonnant de perdre face à Bordeaux et Monaco, qui ont a priori des ambitions supérieures à celles du FC Nantes sur cette saison. On ne voit pas beaucoup de progression pour l'instant, mais on est à 3 journées. Donc c'est peut-être un peu tôt encore pour être dur avec le nouveau système mis en place par René Girard. Les joueurs doivent prendre le temps de prendre connaissance de ce système-là. Donc pour l'instant, moi, je vais réclamer un petit peu de patience. Mais c'est vrai qu'on ne sent même pas des bribes de quelque chose d'autre. C'est un petit peu trop léger pour l'instant. Ouais. Allez, on va voir évidemment le premier but, le seul d'ailleurs, de ce Bordeaux-Nantes. Avant cela, Thomas GLR qui nous dit « Nantes, cette saison, c'est 3 matchs, une victoire 1-0, 2 défaites 1-0 ». On voit tout de suite l'effet René Girard, l'entraîneur du FC Nantes, évidemment, appréciera. On regarde ensemble le but bordelais. Il a été inscrit juste après la demi-heure de jeu avec un déboulé de Jérémy Ménez côté droit. Le centre parfait, et qui arrive en boulet de canon, c'est Diego Roland. On voit toute la passivité de la défense nantaise sur ce coup-là. D'abord, c'est Diego Carlos qui se fait enrhumer côté droit par Jérémy Ménez. Je pense qu'il y en a plus d'un à qui c'est arrivé. Mais regardez derrière. Alors, Vizcarrondo, il n'a personne au marquage, personne dans sa zone. Il ne bouge pas, il regarde. Gilet, qui était au marquage de Diego Roland, ne le suit pas jusqu'au bout. Et Léo Dubois, on le voit, qui lui était au marquage du jeune Brésilien. Malcolm, merci Kevin. Essaie de revenir, mais à la desperado, et ça ne marche pas. Ryu, justement, l'a très bien décrit, ce but. Il dit très, très justement que cette défense, elle manque de sérieux sur cette action. D'une part, elle ne casse pas l'action avant, parce que c'est sur un contre, encore une fois. Il y en a eu beaucoup de bordelais. Voilà. Et deuxième chose, Gilet lâche complètement le marquage sur Diego Roland. Vizcarrondo, lui, n'a personne à marquer. Je pense qu'il regarde un petit peu le ballon. Et malheureusement, Ryu, sur cette action, personnellement, je le trouve un petit peu fautif. Le ballon arrive vite, attentiste, voilà. Le centre est fort. Le centre est fort, mais il est dans sa zone, le ballon. Donc, franchement, c'est sa zone d'intervention, Ryu. À chaque fois que je revois ces images, moi, j'ai le même réflexe. C'est sa zone d'intervention. C'est pas un centre en retrait, c'est un centre long de ligne à 1m50, 2 mètres du but. Donc, il y a une possibilité pour un gardien qui a senti le coup d'aller chercher ce ballon. Mais il ne doit pas centrer non plus avant. C'est-à-dire qu'il doit être contré, ce centre. Alors après, à sa décharge, il y a malgré tout le pied de Diego Carlos qui, à mon avis, peut tromper Ryu, parce que ça passe entre les jambes de Diego Carlos. L'intervention est mauvaise de Diego Carlos sur ce centre. Il est en retard au départ, et après, c'est vrai que le crochet extérieur d'un garçon comme Jérémy Ménez fait la différence. On disait honnêtement, entre nous, on disait Jérémy Ménez qui revient à Bordeaux.
C'est quoi? Il est cramé, il est cuit. Non, Il est loin d'être cuit. Hein. Ils ont fait un super bon coup. Mais après, la décharge des Nantais, si je mets de côté le poste de gardien de but, c'est que toute l'action est parfaite. Même si Gillet revient sur le Diego Roland, il peut marquer contre son camp. Donc là, il n'y a rien à redire sur l'action nantaise, bordelaise, pardon. Après, Gillet Ménez, ouais, il a fait un bon match. Il a les qualités qu'on connaît, la percussion, les dribbles. Voilà, c'est vraiment un joueur pour créer de la rupture, chose qu'on n'a pas au FC Nantes. On n'a pas effectivement au FC Nantes. FCN 164 qui nous dit 3e journée ou 20e journée, si Girard ne change pas de système, ça va être la même chose. Eh bien, on va évidemment en reparler. Seb Lambic, si René Girard comptait dissiper les doutes, eh bien, c'est raté, c'est moche, c'est chiant et au final, on perd. Voilà, René Girard qui en prend quand même pas mal pour son grade. Déjà, que son arrivée avait été mal perçue par la plupart des gens et notamment des supporters autour du club. Ce début de saison, Simon, c'est compliqué pour lui. Hein. Alors, si tu parles du système, moi, j'ai là encore, c'est un petit peu tôt pour porter des jugements. Mais on rappelle, c'est un 4-3-3, un nouveau dans le c'est un 4-3-3. Je vais m'intéresser, moi, au triangle du milieu, avec Gillet en sentinelle et devant, donc Rongier, Harid, de part et d'autre. Pour l'instant, c'est comme ça. On attend les retours de certains joueurs. Moi, ce qui m'étonne, c'est d'entendre Guillaume Gillet, le Belge, en conférence de presse avant le match de Bordeaux, nous dire à demi-mot, alors il ne va pas forcément dire les choses très clairement, mais qu'il ne se sent pas forcément à son meilleur poste dans ce rôle de sentinelle. Sauf que René Girard est déjà là depuis fin mai, début juin, qu'il a eu le temps de discuter avec les uns les autres, qu'il y a eu les matchs amicaux, etc. Qui voulait en faire le nouveau Pirlo. Après 2 matchs de compétition, Gillet nous dit « Je ne suis pas sûr que je me sente bien dans ce rôle-là, notamment avec les petits jeunes comme Harid, qui ont un petit peu encore de difficultés à choper, à comprendre tout le système, à se replacer. » Oui, et puis le positionnement. Les gars, il fallait en discuter avant. La compétition a commencé. Ça fait 2-3 matchs. C'est pas maintenant qu'il faut se dire que c'est peut-être pas le bon poste. Et pourtant, voilà, Kevin, moi, j'ai cette interrogation-là. Juste, il était à Bordeaux, Kevin. Il a vu le match aussi comme nous, même à la télé pour nous. Mais les 10 premières minutes de Gillet sont plutôt bonnes. Les 10 premières minutes de il est dans l'impact. Gillet, il est dans l'impact. Il récupère les ballons. Il relance plutôt propre. C'est intéressant. Alors après, au fil du match, ça se dégrade un tout petit peu. Rongier prend le pas au milieu de terrain sur ses 2 coéquipiers. Amin Harit, lui, on a l'impression qu'il surprend un petit peu moins. Est-ce que les analyses vidéo sur lui sont un peu plus poussées par les clubs de Ligue 1 maintenant? Il surprend un peu moins, il fait moins la différence. Et pour revenir à Guillaume Gillet, simplement la discussion, tu disais qu'il avait discuté notamment avec beaucoup de personnes. C'était le cas à Bordeaux, juste avant la reconnaissance terrain. Il a discuté sur le banc de touche avec Valdemar Kita et Franck Kita. Mais par rapport à son positionnement. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Alors peut-être par rapport à son positionnement, peut-être par rapport au recrutement. Si le FC Nantes recrute un 6, peut-être qu'il passera un petit peu plus haut. C'est une discussion, on n'a pas les tenants et les aboutissants de cette discussion, mais malgré tout, elle existe. Ce système-là le frustre parce qu'il n'exprime pas ses capacités à aller apporter le surnombre, à dézonner, à proposer des solutions comme on a pu le voir faire la saison dernière. Là, forcément, il est la seule sentinelle, donc tant qu'il n'y a pas un petit arrangement avec les copains pour compenser, il reste devant la défense et il ne bouge pas. C'est ce qui aurait dû être effectivement travaillé dans l'avant-saison, même si Amin Harit n'était pas forcément là. Un petit tweet de Carzadarian, évidemment, qui ne pouvait pas s'en empêcher. Attention, à tout moment, Simon peut allumer un fumigène sur le plateau de Canary Play. On verra, on espère pas. Non, j'ai été fouillé à l'entrée, voilà. Carzad. Bon, ça va. Impossible. On a la réponse. Messieurs, on parlait de cette première période totalement bordelaise. On va pouvoir s'en apercevoir à travers ces images. Et c'est arrivé dès la 10e minute. Le contre, vous allez le voir, fulgurant des Bordelais. Alors là, le repli défensif nantais, il laisse un peu à désirer. Ils sont 3 quasiment contre 1. Alors ça va pas être très bien joué au départ, c'est remisé magnifiquement en revanche par Jérémy Ménez et ça termine encore par un sauvetage de Léo Dubois sur sa ligne de but. Ça c'était la toute première occasion des Bordelais. Là c'est un ballon chippé dans les pieds de Gillet. Diego Roland qui va pouvoir donner à son compère Jérémy Ménez la frappe et la bonne parade de Rémi Rioux qui se couche bien sur ce tir. Et puis on va s'apercevoir que là c'était l'action de la 22e minute à la faute de Vizcarrondo, même si Ménez en rajoute un petit peu. Il y a faute, puisqu'il lui marche sur le pied, il l'écarte un peu du bras. L'arbitre a... Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Dans les tribunes, notamment la tribune de presse, on voit ces images, on se dit il y a pénalty, il n'y a pas pénalty. Alors malheureusement, en tribune de presse, on n'avait pas les écrans. On avait simplement les écrans de Canal+. Et Matmut Atlantique, il n'y a pas d'écran. Il est récent, il y a le Wi-Fi, mais il n'y a pas les écrans extraordinaire. pour les ralentir. Extraordinaire. Il n'y a pas de pelouse, il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas de pelouse, il n'y a pas d'écran. Et il n'y a pas de jeu non plus.
Et il n'y a pas de jeu. Bon, il y a quelques joueurs un Côté peu... bordelais, voilà. malgré tout. Non, mais ils assurent pas dans la tribune de presse, hein, c'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Non, on avait malgré Il tout. n'y a pas les- un bon syndic à Bordeaux. Ils ont tout donné pour l'Euro, puis maintenant, la Ligue 1, c'est bon. Moi, j'ai une question pour Kevin qui était au stade par rapport à ce qu'on a pu voir à la télé. On a le sentiment que Nantes donc, s'est fait aspirer et que Bordeaux a un peu attendu cette équipe nantaise. Est-ce que c'était un vrai déséquilibre sur le terrain dû à une supériorité nantaise ou est-ce que c'est Bordeaux qui a volontairement attendu le FC Nantes pour le contrer? Ça a rendu furieux Michel Derzakarian, qu'un Nantes se fasse contrer. Ah, mais comme ça a rendu, je te rassure, furieux René Bon. Girard. Ah oui, tout Oui, à oui. fait. Ouais. Ça Après, donnait c'est- quoi de la tribune? C'est l'inconvénient de vouloir jouer avec le ballon. Maintenant, le FC Nantes a le ballon. La saison dernière, il ne le prenait pas. En tout cas, peut-être qu'il le refusait un petit peu avec Michel Derzakarian. Il le cédait à l'adversaire. Là, on le voit contre Monaco, c'est 52% de possession. Contre Bordeaux, c'est 53%. Et Le FC Nantes a le 51 ballon. pour Dijon. Et 51 contre 51 Rennes. Ils ont eu les Dijon. 3 matchs, ils Voilà. ont eu la possession à quelque chose près. Mais Maintenant, le souci, c'est C'est un choix de savoir Bordelais comment pour faire. toi ou pas? Est-ce que Bordeaux a volontairement attendu Nantes ou Je pense aussi. Je pense que c'est un choix de la part des deux clubs. Ouais. René Girard voulait avoir le ballon, voulait faire du jeu, essayer de répondre aux critiques quand on dit de lui qu'il ne propose pas de jeu ou qu'il n'y a pas d'impact offensivement. Je pense qu'il a voulu y répondre, parce Eh ben, que c'était tout un symbole à Bordeaux aussi. on va l'écouter. T'étais là-bas. Et ben figure-toi qu'il va dire le contraire. On va l'écouter. On change un petit peu notre conducteur. En régie, on écoute l'entraîneur du FC Nantes, René Girard, juste après la défaite face à Bordeaux. Il nous explique qu'au contraire, ils étaient venus pour jouer en contre. On l'écoute. C'était à prévoir que celui qui marquerait le premier mettrait l'autre en difficulté. On a des problèmes pour finaliser. Ce que je reprocherais aujourd'hui aux garçons, c'est notre première mi-temps et les 2-3 situations que Bordeaux s'est créées dans le but. On avait prévu une équipe qui joue en contre, essayer de pas se faire reprendre à ce jeu-là, et on s'est fait prendre quand même. On a de jeunes joueurs, on ne sait pas faire peut-être ce que fait Bordeaux, c'est filer des grands coups de pompe devant et avancer. On n'est pas capable de le faire. Donc, écoutez, on va essayer de trouver la solution pour être plus efficace. Mais je trouve que c'est un peu sévère. La défaite est sévère pour moi. Ouais. Alors, la défaite est sévère. Il y a plusieurs choses, Simon. La défaite est D'abord, sévère. il dit qu'il savait que Bordeaux était une équipe de contre. Hein. C'est ce qu'il dit là en fait. Non, moi j'ai bien réécouté Bah, la ouais. totalité du truc et c'est bien sur son système à lui. Il avait dit Non. surtout ne pas se faire aspirer et rester bien propre derrière. Et alors que là, ils se sont fait avoir en Bon, contre. on parie un café. On Allez, réécoutera. on lui redemandera à René quand on le verra peut-être un jour. Après, en conférence de presse, il a très justement dit aussi que Bordeaux ne voulait pas forcément le ballon et que le FC Nantes était obligé de le De prendre. le prendre. Ça, Même oui. si malgré tout, c'est une tendance en ce moment au FC Nantes d'avoir le ballon, mais de... Mais là, ils n'avaient pas le choix Hein, finalement. Là, ils avaient finalement pas tellement le choix. Alors, c'est sévère, messieurs, en un mot. Moi, je suis pas d'accord. C'est-à-dire Bah, la défaite, 1-0, elle est sévère parce que c'est ce que dit l'entraîneur nantais. Hein. On va voir après les occasions de but des Canaries. Et logique. Non, on regarde de la première période. Moi, non. Hein. Non, Non plus. non plus. Logique, mais pas sévère. Bon, logique, mais pas sévère. Il dit aussi une chose importante, on n'a pas une équipe, on a une équipe de jeunes et on n'est pas comme les Bordelais à balancer des gros parpaings devant. Je n'ai pas eu la sensation, notamment en première mi-temps, que les Bordelais ont joué comme ça. Non, après, ils ont très bien joué le coup. C'est le cas sur le premier contre bordelais à la 10e minute. C'est un ballon dégagé un petit peu au hasard, qui est dévié par Aminarit et qui donne un 3 contre 1 aux Bordelais. Donc sur cette action, c'est un petit peu hasardeux, mais sinon, non, les comptes sont très bien construits, sont posés, ça va vite. Et Ça part souvent de efficace. Plasil, ça arrive vers Malcolm, ça dédouble avec Ménez. Enfin, c'est pas que des gros ballons devant. Ils jouent avec leur qualité, ils jouent avec des ailiers qui sont rapides et percutants. Alors, Donc, par contre, en revanche, en deuxième mi-temps, les Bordelais, ils on se ont demande attendu- encore s'ils n'étaient pas restés au vestiaire. On va regarder toutes les occasions nantaises parce qu'il y en a eu, on en a quand même dénommé 3 ou 4. Hein. C'est peut-être là où René Girard parle de sévérité sur l'issue de ce match. Regardez, eh bien, toutes ces occasions, ça va commencer avec le coup franc à la 50e minute, hein, signé Diego Carlos. Et bien belle horizontale là, de Carasso qui faisait son retour dans le but girondin. On va regarder après cette combinaison entre Lima et puis Sigthorsson qu'on a très peu vu malheureusement avec le centre de Lima. 16 centres, hein, 16 centres au total pour le Brésilien, dont plus de la moitié étaient réussis. Hein. On a refait un peu les statistiques ce matin. Celui-là est bon. Celui-là, il est très bon. Et puis là, c'est Sigthorsson qui se défait du marquage de Sabali. Mais bon, le tir en angle fermé est quand même très compliqué. Ça va être le centre-tir de Léo Dubois. On est dans le temps additionnel. Et là, il est vigilant quand même, Carasso, parce que malgré son surpoids, il arrive quand même à décoller et à enlever le ballon. Et puis la dernière Ça, c'est occasion, vilain. c'est cette tête
de Yacine Bamou qui est entré à la mi-temps. On en reparlera évidemment dans quelques instants. Vous voyez, il y a eu quand même des situations. Le problème, c'est que c'est comme contre Monaco. Il faut attendre la deuxième mi-temps pour que les Nantais se réveillent un peu. Exactement. Il y a toujours cette phase de transition avec une première mi-temps toujours manquée, une deuxième un petit peu mieux, mais bon, je trouve pas ça encore très percutant parce que notamment l'occasion de Sigthorsson, il est complètement excentré. On n'a pas d'occasion réellement franche, hormis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la tête de Bamou. Hormis la tête de Bamou et peut-être le coup franc de Diego Carlos, mais ça c'est une phase de jeu arrêtée, donc preuve qu'on ne sait pas encore construire une belle action collective. Camille Autrusso qui nous dit en direct sur Twitter, pour jouer en contre, il faut des joueurs de percussion. Ils sont où? Et devant, c'est la misère. Vous êtes d'accord? T'es d'accord, Pierre-Marie? C'est le problème qu'on a depuis plus d'un an avec le FC Nantes, quoi. On n'a pas su remplacer les ailiers qu'on avait quand on venait de la Ligue 2, à savoir Bessa et Gakpé. Je mets de parenthèse Nkoudou. Donc on n'a pas de joueurs qui savent amener des centres, des grosses occasions devant le but. Donc on se repose finalement sur nos latéraux? Pour assurer les centres, oui. Il y a plusieurs façons de voir le football. Effectivement, soit avec des éléments de percussion sur les côtés qui vont remporter leur duel et adresser des ballons, soit effectivement d'avoir des joueurs au milieu de terrain techniques et capables de combiner et qui, par les passes et les déplacements, vont éliminer leurs adversaires. Nantes n'a pas d'éléments de percussion, donc il reste quelques heures encore pour recruter un profil effectivement à la Nkoudou, à la Gakpé, à la Odell quand il était en pleine forme. Il y a 10 ans, ouais. En capacité d'éliminer et de centrer. Si on n'a pas ça, il va falloir mettre en place un jeu collectif bien huilé pour déséquilibrer les adversaires. Ou changer le système de jeu. Et donc pour cela, est-ce qu'il ne faut pas après changer le système de jeu? Eh bien, on va passer justement à la rubrique Mercato dans quelques instants, puisqu'il reste une trentaine d'heures pour les dirigeants nantais. Essayer de trouver encore peut-être un joueur. On le rappelle, Stepinski, ça y est, le feuilleton de l'été est terminé. C'est officialisé par le FC Nantes. On n'a pas vu le contrat, donc ça a l'air d'être officiel. Mais en tout cas, ça a l'air d'être officiel. On a vu le joueur avec le maillot. Oui, on l'avait vu depuis... non, c'était depuis ce matin, c'est ça? Depuis ce matin, mais c'est des photos qui ont été prises... Mais il y a un petit peu plus longtemps. Il y a au moins une semaine. Voilà, quand il était venu pour la première fois et s'entraîner à part. Voilà. Il est reparti en Pologne puisque Mariusz Stepinski va jouer avec les U21, avec les espoirs polonais. Ce sera le 6 septembre. Donc il n'aura pas beaucoup d'entraînement avec sa nouvelle équipe si jamais les Nantais veulent le titulariser contre Metz. En forme. Il est en condition physique suffisante, je pense, pour tenir sa place peut-être contre Metz dans 2 semaines. Il a fait l'Euro, il est numéro 3, il a débuté le championnat de Pologne avec le Ruch Chorzów, il a même marqué 3 buts. En 5 matchs, c'est ça? En 5 matchs. Donc c'est plutôt intéressant et je pense qu'il a la caisse, entre guillemets, pour tenir sa place dès le départ. Et je pense qu'il a beaucoup d'envie, puisqu'on va comparer avec Sigthorsson, qui lui a quasiment tout donné à l'Euro, qui revient auréolé de tout ça dans son quotidien nantais, un peu il n'a pas beaucoup donné au FC Nantes, il a beaucoup donné à sa sélection. La saison dernière. Il est clairement à court physiquement. René Girard nous a dit il y a quelques jours, il a 1 heure dans les jambes, et encore, pour ceux qui l'ont vu... C'est 1 heure à 80%, on va dire, de ce qu'on peut connaître de Sigthorsson. Oui, c'est vraiment... Donc Stepinski, même s'il n'a pas une préparation physique optimale et qu'il n'est pas au top de sa forme, je pense qu'avec son envie, il compensera largement la différence avec Kolbeinn. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. J'ai Cyril FCN qui nous dit juste avant, c'est con à dire, mais le seul qui surnage dans cette équipe, c'est Harit. Rongier ne retrouve pas encore son niveau. Peut-être que c'est un peu normal après 7 mois d'inactivité et les croisés. Beaucoup de déchets. Gilet, pas du tout au niveau. Encore John Chouvic qui nous dit 3 changements poste pour poste, dont 2 après la 80e, quand tu es mené 1-0. Pas très ambitieux. Alors ça, c'est évidemment Ibanero qui nous dit trop d'attentisme, d'atermoiement en termes de recrutement au FC Nantes. Pas de milieu def, pas d'attaque, pas d'ailier. Pas beaucoup de choses. Du coup, on ouvre la page effectivement du mercato. Ce sera terminé, messieurs, demain à minuit. Mercredi à minuit, ce sera terminé. On a entendu beaucoup de choses depuis quelques jours, depuis aujourd'hui également. On va d'abord parler des départs, puisqu'on le sait, le FC Nantes devrait se séparer de Sigthorsson, qui aujourd'hui même est à Istanbul, en Turquie, pour signer un prêt avec option d'achat du côté de Galatasaray, qui était déjà venu à la charge il y a quelques temps, Kevin. Il a déjà fait quelques petites photos à l'aéroport avec l'écharpe de Galatasaray, donc je pense que c'est bien avancé. Malgré tout, c'est pas officialisé encore, mais ça devrait se faire. Voilà, on va attendre, comme on l'a fait avec Stepinski notamment. Je pense que Sigthorsson, il était déjà plus dedans depuis un certain temps. À Bordeaux, il a paru vraiment résigné. Je prends l'image de son coup franc. Quand il frappe son coup franc, il passe au-dessus. Alors ça, c'est une habitude aussi un petit peu, mais il se replace en baissant la tête, en regardant les chaussures. Donc c'est pas forcément une attitude d'un joueur qui
a envie de rester au FC Nantes et de faire quelque chose avec ce club cette saison. Donc ce sera quasiment réglé là dans quelques heures. Ce sera certainement officialisé par le club nantais. On parle toujours des départs. Aristeguieta et Bamou sont logiquement toujours amenés à partir, même si on peut se poser la question, parce que du coup, avec Sigthorsson qui s'en va, il reste Salah qui pour l'instant est blessé, Stepinski donc qui vient de signer. Quid de C'est plus la même chose. On n'est plus obligé côté nantais de se séparer des deux. Aristeguieta, on veut s'en séparer depuis toujours. Hein, il a refusé une offre en Russie. Hein. Oui, il a refusé une offre en Russie et Bamou a refusé une offre en Turquie. Donc l'un et l'autre se trouvent bien à Nantes, ont un contrat plutôt correct et ne sont pas forcément prêts à aller ne pas jouer à l'autre bout du monde. Du coup, est-ce qu'il ne faut pas, même si ce n'est pas spécialement mon avis, mais est-ce qu'il ne faut pas garder Bamou en troisième attaquant, axial? Franchement, oui. Parce qu'il a un jeu aérien qui est plutôt favorable pour l'équipe. Après, physiquement, il a démontré aussi son envie sur le terrain depuis qu'il est au FC Nantes. Voilà, même si on en fait des critiques sur Bamou, ça reste quand même un joueur qui se défonce pour l'équipe, pour les supporters aussi. Et voilà, il a toujours l'envie, il peut toujours être dans les bons coups pour placer une tête, un pied, voilà, apporter réellement quelque chose de positif pour l'équipe. Et Bamou, dans un autre système, est polyvalent. Il peut aussi tourner autour. On l'a vu, il a joué côté droit. Là, non, mais sans jouer dans un poste d'ailier, tourner autour d'un attaquant, ça lui est possible, d'un attaquant axial. Donc c'est une option pour un attaquant numéro 3, comme il l'est actuellement. Après, une association à Stepinski peut être aussi intéressante. Ouais. Hein. J'ai eu un journaliste polonais, notamment au téléphone ce matin. Il m'a répété comme quoi Stepinski, a priori, est capable de prendre la profondeur réellement, chose qui manque clairement au FC Nantes en ce moment. Ça fait quelques années qu'on a pas eu un joueur qui prendrait la profondeur en tant qu'avant-centre. Alors, a priori, on demande à voir, hein, mais selon certaines sources, il est capable de prendre ce costume-là et d'avoir cet instinct de buteur dans la surface qui manque aussi un petit peu en ce moment. C'est oublié Schechter quand même, hein, qui prenait la profondeur mais du banc, souvent. Malheureusement éliminé par Saint-Etienne en Coupe d'Europe. Oui, la profondeur du banc. À FCN 164, Bamou était plus dangereux que Sigthorsson, cherchez l'erreur. Effectivement. Allez, on va se faire un petit tour du côté des palettes de Canary Play pour regarder d'abord le classement. On va revenir sur le mercato, mais on va regarder le classement puisque les Nantais sont quand même en 17e position, si je me trompe pas. Voilà, avec 3 petits points. Bon, vous me direz, on n'est qu'à la 3e journée. Donc on n'est pas loin du podium. Hein. À 4 points de la Ligue des Champions. À 4 points de la Ligue des Champions et à 3 points de la zone de relégation. Donc voilà, le FC Nantes qui démarre avec seulement 3 petits points. Et puis on va revenir juste quelques instants puisqu'on parlait des joueurs qui avaient été les plus en vue, on va dire, à Bordeaux ou les moins mauvais. On a fait un petit top 5, notamment par rapport aux stats. Regardez le top 5, Lucas Lima, Yacine Bamou, Amin Harit, Valentin Rongier, Léo Dubois. Lucas Lima, tout simplement pour ses centres et on va dire son taux de réussite. Yacine Bamou, parce qu'il a fait une mi-temps, il a tiré 4 fois au but, dont 2 cadrés. Amin Harit, parce qu'il a provoqué 9 fois, 9 fautes adverses, et que c'est quelqu'un l'un des seuls dans la provocation au milieu de terrain pour chercher les coups francs. Valentin Rongier, 91% de passes réussies. Hein, c'est lui qui a eu le plus de passes, 76 en tout, et 91% de passes réussies. On a dit, et on a vu sur les réseaux sociaux qu'il n'avait pas fait un bon match. Il n'a pas été énormissime, mais il faut quand même noter. Après, il faut que ce soit des passes qui permettent de traverser des lignes et de déséquilibrer l'adversaire. Effectivement, pas spécialement des passes verticales, voilà. mais pas non plus latérales. C'est entre les deux, donc c'était un peu... Malgré tout, elles sont réussies. Quand on voit le taux de passes réussies pour Kacaniklik et Thompson, notamment les ailiers, ça ne dépasse pas les 40%. Ah non, 40 et 44%. Effectivement, on a regardé les mêmes stats très faible. Avec Kevin et Léo J'espère Dubois. que vous avez apprécié Kacaniklik, parce que je ne suis pas sûr qu'on le revoie très longtemps. Fallait le déguster. Titulaire au FC Nantes. Oui, apparemment, il y a une bonne blague qui circule sur lui, comme quoi il a la même coupe de cheveux qu'Mpokora, mais aussi les mêmes pieds. Donc, on verra si c'est le cas. En tout cas, on espère surtout qu'il va nous montrer autre chose, parce que c'était pas extraordinaire. Et puis, donc, on le disait, Léo Dubois, qui s'est fait tailler sur les réseaux sociaux. Il n'est pas assez bon, il n'est pas assez offensif, pas assez précis derrière pour la relance. Moi, j'ai trouvé plutôt que Léo Dubois, il avait été plutôt sérieux, à Bordeaux. En comparaison à Lucas Lima, c'est vrai qu'il apporte moins offensivement sur son côté. Après, défensivement, il fait un match relativement solide. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, personnellement. Sur l'action de la 10e minute, le contre-bordelais, il négocie le 3 contre 1 un peu comme il faut. Il se positionne bien où il est. Et finalement, il sauve sur sa ligne à l'arrivée. Donc, si Bordeaux ne mène pas 1-0 dès la 10e, c'est aussi grâce à Léo Dubois. Attends, juste un petit Clément Delaunay qui nous dit en direct, quid encore une fois du poste de latéral droit où Dubois est réellement en difficulté. Ainsi, c'est un ailier serait vraiment bien. Après, chacun, évidemment, se fait son idée. C'était à ça que je voulais réagir et te tendre la perche pour finir sur le mercato. Très bien. Il n'y aura pas de nouveau latéral droit au FC Nantes. On fait avec les défenseurs actuels. Ils cherchent un milieu de terrain, donc, et puis
Et puis cet attaquant ou ailier capable de percuter dont on parlait tout à l'heure. Alors, aux dernières nouvelles, effectivement, on revient là sur le mercato, hein, puisque on est à une trentaine d'heures de la fin de ce mercato estival. Un numéro 6, c'est revenu d'actualité depuis les dernières heures. C'est vrai que c'est ce qu'on entend, en tout cas, hein, avec nos réseaux, avec nos sources. C'est effectivement ce que tu as entendu aussi, Kevin ? Oui, c'est ce que j'entends un petit peu à droite à gauche. Alors, j'ai pas de confirmation à apporter malheureusement, mais on entend des noms. Mehdi Abed, on voit notamment Rio Mavuba. Ça, c'est pour les liés, Mehdi Abed. Il joue milieu central. Il est capable de jouer. Il a plus de vocation offensive, comme on le disait tout à l'heure, mais malgré tout, il peut jouer au milieu défensif. Mavuba, ça a été la grande blague de la matinée ou Ça peut être une blague, comme ça peut être une réelle hypothèse pour le FC Nantes. Hein. C'est un poste qu'il recherche. Son message est assez mystérieux d'ailleurs. Voilà, des choses se passent. Ça m'étonnerait que ce soit pour un sponsor. C'est vrai parce que après, du coup, Lille a réagi en disant que Rio Mavuba resterait au club. 18 minutes de temps de jeu, hein, Rio Mavuba, depuis le début de la saison. Il fait clairement pas partie des plans de Fred Antonetti. De là à rejoindre son ancien entraîneur, René Girard, on ne sait pas. On verra en tout cas ce qui va se passer. Une chose est sûre, c'est que du côté de l'ailier, le FC Nantes serait en train de démarcher, mais alors c'est assez compliqué, on n'a pas de nom à vous donner non plus, mais serait en train de démarcher du côté de la MLS, le championnat américain, à voir si ils peuvent dénicher quelqu'un de rapide, de technique, de vif et de bon. Voilà. Giovinco. Giovinco, le problème c'est qu'il est out pendant 4 semaines, donc on va avoir trop cher. Et puis je pense qu'il doit être un petit peu cher. Il faut recruter. Le problème c'est qu'il reste très peu de temps. Et on est encore dans l'urgence alors que le mercato est ouvert depuis quasiment 3 mois. Simon, est-ce qu'il faut recruter et que faut-il recruter ? C'est la règle du genre. C'est-à-dire qu'on travaille pendant des mois à la cellule recrutement, il y a des dossiers qui sont finalisés et puis il y a des noms qui apparaissent, des agents qui se manifestent et puis des besoins qui se font sentir aussi sur ces dernières heures. Après 3 journées de championnat, René Girard et son staff ont déjà aussi pu analyser les manques et peut-être que les choses ont évolué. Et que des noms qui vont sortir maintenant ou des joueurs qui vont être recrutés maintenant n'étaient pas forcément en tête de la cellule recrutement il y a quelques semaines. Ça peut paraître un peu improvisé, un peu dans l'urgence, mais c'est une réalité du football moderne. On ne va pas stigmatiser le FC Nantes sur ce point-là. Non, chaque club tout le monde fonctionne comme ça. Et si Nantes peut dénicher un bon joueur de couloir maintenant, alors que ce n'était pas prévu il y a 3 semaines, il faut y aller. C'est la priorité pour toi ? Plus qu'un 6 ? Un 6, ça dépend des discussions. Il y a Abdoulaye Touré qui doit revenir. Kevin tout à l'heure, hein, ça dépend de la position de Guillaume Gillet. Parce que c'est vrai qu'il le dit, il ne se sent pas à l'aise dans son football pour l'instant. On connaît son niveau de joueur, de jeu sur la saison dernière. Donc si lui, effectivement, dit « je veux bien être un plan B, mais ne me mettez pas en numéro 1 à ce poste-là toute la saison », à ce moment-là, les Kita vont activer effectivement un recrutement en 6. Alors, Pierre-Marie, alias P2M44 sur Twitter, lui a balancé sur Twitter « Club de foot situé dans l'ouest de la France, recherche jeune homme sachant courir, frapper dans un ballon, CDD à la clé, #FC Nantes ». Bon, tu confirmes, mais alors, un ailier, un milieu défensif Pour moi, il faut un 6 et 2 ailiers. Un 6 et 2 ailiers, carrément. Donc, à la cave, Thomsen et Kachaniklic Kachaniklic, ouais. Ouais. Thomsen, non, il a démontré de bonnes qualités, donc... Plus patient qu'avec Kachaniklic, tu as plus d'espoir. Tout à fait. Kevin ? J'ai le même avis un petit peu sur les 2 ailiers, hein, mais de là à recruter 2 ailiers, ça m'étonnerait fortement. Ça va être compliqué. Surtout ça veut dire qu'on mettrait malgré tout 2 recrues sur le banc. Et je ne pense pas que Valdemar Kita ou René Girard soient de cet avis-là. Même si ça apporterait un petit peu de 209, de percussion devant, il y a besoin. Mais je ne suis pas sûr que 2 ailiers... En tout cas, la priorité, c'est surtout un ailier. Parce qu'après, le numéro 6, comme tu as dit, Anthony Abdoulaye Touré, il peut revenir et pourra dépanner au poste. Mais c'est surtout un ailier qui soit gaucher ou droitier. Et il y a Julie Loki qui va revenir. Incroyable. On va compter sur Loki. Julie Loki qui a été taillé, savaté partout. Et maintenant, on dit, bah oui, c'est le seul joueur de rupture qu'on ait réellement, le seul joueur de vitesse, capable de déborder, capable de centrer. On l'a vu à Dijon, hein, c'est celui qui centre sur le but de Thomsen. Et ben on va espérer. On n'a pas sa durée d'indisponibilité d'ailleurs. Non, on ne l'a pas, mais il va falloir être patient, je pense. Il a passé les examens hier. Mais on n'a pas eu la durée d'indisponibilité. En tout cas, on va le voir. Là, il y a la trêve internationale qui arrive donc pour les Nantais. Je propose pour conclure de passer au programme du FC Nantes sur ce mois de septembre qui arrive. On va le regarder ensemble. Il faudra prendre un petit peu plus de points que sur les 3 premiers matchs.
Voilà, la réception de Metz, ce sera le dimanche 11 à 15h du côté du stade de la Beaujoire. Déplacement à Nancy, ce sera la Lorraine pour le FC Nantes en ce début du mois de septembre. La réception de Saint-Etienne avec le retour d'un certain Jordan Verretou à la Beaujoire. Match à 19h. Et match à 19h, ça doit faire plaisir aux supporters, ça. Bah, ça va gueuler. Oui. Parce que même si les gens ils terminent à 18h le boulot, le temps d'arriver à la Beaujoire, de manger, prendre un coup avec les autres supporters, c'est impossible, quoi. C'est impossible. Encore à 20h, ça peut aller, mais 19h, c'est trop tôt. Voilà. Et la Ligue qui va encore se faire taper sur les doigts. Non, je comprends pas. La Ligue fait des spots télé pour inciter les gens à aller au stade, avec des stades magnifiques, des pelouses magnifiques. Donc voilà, il y a les spots et il y a la réalité, les horaires, les interdictions de déplacement, les pelouses dégueulasses. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Bon, messieurs, on reviendra évidemment sur l'actualité du FC Nantes. Alors, pas mardi prochain, puisque justement, on va se faire une petite pause internationale aussi. On reviendra le mardi qui va suivre, le mardi 13 septembre, avant la réception donc après la réception de Metz et avant donc le déplacement du côté de Nancy. On finit par ce dernier tweet, Montet Thomas, qui nous dit « Finalement, c'est beaucoup plus simple quand le FC Nantes est interdit de recrutement ». On aura l'occasion d'en reparler. Et suivez bien évidemment le compte Canary Play FCN pour avoir les toutes dernières infos sur la fin de ce mercato estival. Mathieu, merci Kevin pour ta grande première ici. Merci Anthony. Bienvenue pour revenir quand tu veux. Avec plaisir. Et puis bon courage pour cette semaine, avec également un grand merci pour Simon Rongoat. It West, Cop West. Tous les soirs 20h. Tous les soirs 20h comme d'hab, ça Voilà. va pas changer. Guillaume Gillet invité jeudi prochain, dans 2 jours. T'as de la chance, t'as des joueurs toi. Ouais. C'est exceptionnel. Merci Pierre-Marie. On s'accroche en ce début de saison. Ouais. On renonce pas. C'est dur, mais on aime le club, donc... Donc on continue à les encourager. Tout à fait. Très bien. Et puis je vous souhaite évidemment une très très bonne semaine à toutes et à tous. Pas de foot, pas de FC Nantes ce week-end. Ce sera donc le mardi 13 mai, prochaine émission. Canary Play, bye bye. Excellente semaine à tous.